Bonjour, je suis Delphine Simonet, fondatrice du réseau DSR. Bonjour, je suis Yann Jarot. Et vous écoutez le podcast Les Petits Liens. Que nos invités soient artistes, entrepreneuses, sportifs, capitaines d'industrie ou scientifiques, ils ont tous des valeurs communes. Altruisme, générosité et aventure de vie sont leur quotidien. Au travers des liens qu'ils ont tissés, vous allez découvrir la trame de leur vie. Aujourd'hui, nous recevons Franck Coste, PDG de Champagne Chanoine Frères, deuxième plus vieille maison de Champagne, avec qui nous allons évoquer les liens à la terre et à la nature, le sport de haut niveau et évidemment le lien humain. Bonjour Franck. Bonjour. Je te présente Yann. Bonjour. Bonjour Yann. Merci d'avoir accepté notre invitation. Un plaisir. Pas pour le moment, on va bien voir à la fin. La maison Chanoine est basée à Reims, où tu vis aujourd'hui, et tu es champenois d'origine. Alors pas du tout. D'ailleurs, je ne suis même pas français à la base. Je suis né dans un pays pas très loin, mais je suis franco-allemand, né d'une maman allemande et d'un papa français, mais né à Paris par accident. Et quand je dis par accident, lors d'un accident de voiture. Puisque nous sommes début de l'année 1964 et mes parents se sont connus en Allemagne, mon père était expatrié et mon père décide de faire visiter Paris au mois de mai à ma maman qui est enceinte de 6 mois. Ils prennent le train, ils arrivent, je pense, à la gare de l'Est de l'époque, ils prennent un taxi pour aller à l'hôpital qui a malheureusement un très grave accident de voiture. Donc mon père est évacué sur l'hôpital de Saint-Louis et moi sur l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul. Dans un état critique. Et donc, la décision, nous sommes le 1er mai 64, la décision est prise de sauver la maman et pas le bébé. Et, voilà, il y a des choses qui se passent, on ne sait pas pourquoi. Sur un grand prématuré, puisque j'étais même pas à 6 mois, une sage-femme décide de tenter le coup. Surtout dans les années 60. Ouais. Oui. Et donc, ils arrivent à me sortir dans un état plus ou moins correct, donc je vous passe les détails, exsanguino-transfusion, enfin tout un ensemble de choses. Et puis donc en fait c'est vrai que mes premières nuits ont eu lieu, étaient à Paris mais en couveuse. Voilà, pendant 3 mois, le temps de me développer suffisamment et puis de repartir vivre en Allemagne, qui est en fait le pays dans lequel j'ai été élevé jusqu'à l'âge de 12 ans. Dans quelle ville ? Au sud de Munich, à Starnberg am See, et pendant mes 12 premières années, j'ai refusé de parler français. Carrément. Mon père était français, donc évidemment la volonté de mes parents était de me faire bilingue à la naissance. Alors ça les avait un petit peu inquiétés, ils se demandaient pourquoi. Heureusement, un psychologue bien intentionné leur a dit « écoutez, ça lui passera ». Et un autre lui a dit « vous savez, peut-être que les premiers mots qu'il a entendus dans une situation de détresse dans cette langue l'encourage peut-être pas à l'apprendre ». Voilà. Donc je suis arrivé en septembre, fin août et début septembre 1976 à Paris, puisque c'était la fin de l'expatriation professionnelle de mon père, sans parler un mot de français à part bonjour et au revoir. Voilà. Il faisait quoi ? Il travaillait dans une compagnie d'assurance. D'accord. Voilà. Donc, et à l'époque, j'avais donc été élevé entre Munich et puis Garmisch, et donc j'avais développé une passion pour le ski, dont on reparlera plus tard, mais elle vient de là. Parce qu'effectivement, tous les jeudis de l'époque... oui, parce qu'à l'époque, la journée des enfants, c'était jeudi. Exactement. Et en arrivant à Paris, à l'âge de 12 ans, qui est un âge pré-ado quand même, c'est pas simple, j'ai bien cherché les montagnes, mais je les ai pas beaucoup trouvées non plus, quoi. Et donc, pour faire passer un petit peu la pilule de l'impatriation, mes parents ont dit « T'inquiète pas, tu continueras à skier ». Voilà. Et j'ai découvert les trains de nuit Paris-Courchevel de l'époque. D'accord, donc tu es à la Courchevel, c'est bien. Et du coup, ok, vous rentrez en France, le contrat se finit. Vous habitez dans quel coin ? Alors, on habite en région parisienne, à Cachan, exactement. Voilà. Donc, à quelques pas de la porte d'Italie, etc. Donc, une adolescence, je dirais, plutôt parisienne, avec bien évidemment, vous en doutez, des allers-retours fréquents fréquents, en Allemagne, pour revoir
honnêtement, plus mes copains que ma famille. Oui, parce que du coup, tu avais tes grands-parents maternels. Alors, mes grands-parents maternels étaient restés à Munich, quoi, tout à fait. Bon, voilà, mais j'avais surtout toute ma bande de copains d'enfance, de skieurs. Ouais, qui t'avaient créé des liens. Voilà, donc bon, il y a eu une forme de séparation un peu compliquée à vivre, mais bon, d'un autre côté, à 12 ans, on se fait d'autres liens. Bien sûr. À Paris et puis surtout en montagne, parce que j'ai passé beaucoup de temps après. Et où est-ce que tu es allé au lycée après, collège et lycée? Collège, lycée. Donc en fait, moi j'ai eu une scolarité un peu atypique dans la mesure où j'étais dans un collège dans Cachan, je me souviens même plus de son nom, c'est pas ça le sujet, mais je passais tous mes week-ends du mois d'octobre au mois d'avril à Courchevel sur les pistes de ski. J'avais la chance de pas avoir besoin de beaucoup travailler pour avoir d'excellents résultats. Donc au moins jusqu'au bac, ça a été très facile, d'accord, sans beaucoup travailler, pour être tout à fait franc. Mais je développais quand même parallèlement à ça, une appétence et puis une certaine forme de compétence pour le ski de haut niveau, puisque c'est à l'âge de 16 ans, j'ai intégré ce qu'on appelait le pôle espoir à l'époque, dans l'équipe de France de ski, pour préparer la génération des Jeux Olympiques de 1992. Voilà. Dingue. Voilà. Wow. Mais alors, attends, juste pour... t'as donc 12 ans, 13 ans, tu commences déjà à faire le train de nuit tous les week-ends? Pratiquement. Comment ça se passe c'est ça. au Seul, niveau en logistique? Seul, bien sûr. Ouais. Seul, et au tout début, parce que on a commencé en 76, donc j'arrive en septembre. Les premiers allers-retours ont lieu en novembre, mais je rappelle que 2 mois avant, je parle pas un mot de français. Ah ouais, incroyable. Et en fait, par la force des choses, on s'y met vite, quoi. Quand on a envie, quand on est motivé, on s'y met. Mais ton père ne te parlait pas... Il a essayé, mais quand j'étais gamin, tout petit, mais je pleurais. Je refusais. Mais bon, il y a effectivement, je pense que c'est de l'ordre du traumatisme intra-utérin. Mais mais c'était inconscient. Il n'y avait pas de volonté de ma part ou d'opposition majeure vis-à-vis de la langue. Donc une fois que tout ça a été digéré, exactement, et qu'il y avait quelque chose d'autre qui s'offrait à moi, notamment le ski et le ski de haut niveau, qui était une vraie passion, faut se débrouiller, quoi. Pourquoi Courchevel? Alors, tout simplement parce que quand mes parents sont arrivés, ils connaissaient pas bien non plus cet univers-là. Alors c'était pas le Courchevel de l'époque, hein, c'était voilà, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Voilà, on n'était pas sur de la fibre carbone. Non, voilà, exactement, voilà, tout à fait. Je tiens quand même à préciser que Pinturo, qui est aujourd'hui Alexis, champion du monde de ski, est quand même issu de Courchevel, qui a une très belle école de ski, et surtout une très belle école de ski. Donc voilà. Et donc j'ai eu cette chance de pouvoir, même à l'époque, intégrer cette école, puis de suivre tout le processus des jeunes petits plutôt savoyards qui développent leur passion, dont 99% font leur métier d'ailleurs, puisque pendant ces périodes-là, on nous prépare au monitorat, qui a d'ailleurs été mon premier métier, moniteur de ski. Parce qu'une fois que j'ai intégré l'école de commerce, j'ai trouvé ça drôle d'aller faire mes premiers stages au Club Med comme moniteur de ski, moi. Ah, génial. On reviendra là-dessus. Et donc, c'était à Courchevel aussi, ou c'était un peu partout Non, l'école et les entraînements avaient lieu effectivement à Courchevel, mais après, les compétitions sont d'abord départementales, puis régionales, puis nationales, donc t'es amené à skier un peu partout en France, et puis une fois que tu es intégré dans cette équipe, tu tournes ce qu'on appelle en Coupe d'Europe, et là, tu vas skier dans les compétitions en Suisse, en Autriche. Et t'es toujours pas en sport-études? Et alors, c'est quasiment l'équivalent d'un sport-études, pour être tout à fait franc, mais c'est pas du 1er janvier au 31 décembre. Donc j'arrivais à assez bien gérer les deux. Voilà. C'est-à-dire que je faisais même mes préparations physiques dans la cour de récréation quand je remontais sur Paris. Donc parce que j'ai jamais eu vraiment un physique de skieur, moi, quand même. C'est ça le paradoxe. Et d'ailleurs, je garde un truc qui m'a frappé, mais qui continue 40 ans, quand je dis 40, c'est facile, hein, presque 50 ans après, à me marquer, professionnellement parlant. C'est mon premier entraîneur qui me disait, voilà, dans la préparation physique, à un moment il me dit, mais arrête de pousser de la fonte, tu vois, faut préparer normalement la musculature du bas des jambes, hein, puis des cuisses pour pouvoir soutenir les efforts. Il me dit, arrête, on fera jamais de toi une bête là-dessus, travaille tes points forts.
Qui était ? Et j'avais une façon de skier, notamment techniquement, ça s'appelle les bananes. Donc les bananes, c'est des doubles portes et qui nécessitent des appuis extérieurs pied gauche, assez marqués, voilà, et qui me permettaient bizarrement de reprendre du temps là où j'en perdais. Voilà. Et c'était mon point fort. Et il me dit non, mais dans la vie, il faut jamais travailler ses points faibles. C'est chiant. Mais ça a été une révélation. T'as des liens encore, malheureusement il est décédé, mais j'ai gardé vous êtes restés liés très très longtemps parce que à un moment tu passais plus de temps avec lui qu'avec tes parents presque. Entre autres, et puis ça m'a sidéré parce que ça a été une révélation pour moi. Ça t'a servi ensuite dans ta vie professionnelle et personnelle, y compris dans la capacité à élever les enfants. Voilà. À un moment, je me suis rendu compte que, et dans les deux garçons que nous avons eu avec mon épouse, il y en a un plutôt matheux et un plutôt littéraire, on va dire, hein, pour simplifier. Même si j'aime pas ça, mais il y avait quand même on n'a jamais emmerdé le matheux avec Victor Hugo, hein. Du moment qu'il faisait sujet, verbe, complément et potentiellement une relative, il pouvait survivre. Par contre, il s'est éclaté dans les maths et il a eu 20 sur 20 au bac. Et l'autre, pareil. Bon, il fallait faire quand même les pourcentages et des ratios, on est d'accord, mais le reste, les nombres irrationnels ou les polynomiales d'ordre complexe, voilà, si Victor Hugo et tout ça, lui, il a fait Sciences Po. Voilà. et même en technique de management, aujourd'hui, je continue à prêcher ça auprès de mes équipes directes ou même le direct. C'est voilà. Alors évidemment, il faut pas que le point faible soit rédhibitoire, éliminatoire, d'accord ? Faut pas le zéro. Ok. Mais qu'est-ce qui fait la différence ? C'est pas tout le monde à la moyenne. Ce qui fait la différence, non, c'est les marqueurs forts. Voilà, c'est la capacité à justement être sur ce point de différenciation. Et c'est ça qu'il faut travailler. C'est ça qui fait qu'il y a un moment, soit on est très bon, on excelle et qui fait la performance individuelle, voire la performance collective. Génial. Donc le lien, il est historique par rapport à... Voilà. Et l'autre point, et c'est pour ça que cet entraîneur m'a énormément marqué, parce que on a 14 ans, on est... on se prépare à faire les Jeux Olympiques, d'accord ? Et à partir de là, non, je vais t'expliquer pourquoi. C'est doublement apprenant. Le premier, c'est qu'il y a un moment, tu dois visionner. Donc, dans stratégie d'entreprise, on parle beaucoup de vision. Donc, on va aller au JO, c'est dans 4 ans, d'accord ? Après, comment on se prépare ? Ce qu'on appelle la roadmap dans le business, sachant que c'est pas linéaire. Il y a des progrès à faire. Il y a des périodes de récupération. Il y a des périodes d'échecs, des périodes, pour le coup, de blessures aussi en ski. Et donc, apprendre à gérer ses temps forts et ses temps faibles, en dehors du fait de travailler ses points forts, d'accord ? Et ça, quand on a 14 ans ou 15 ans, on cherche plutôt le résultat immédiat du week-end prochain, mais on s'inscrit déjà dans une capacité à dire, ok, je dois arriver là, mais pour arriver là à un autre moment, et sachant que l'objectif final, il est là. Donc, ténacité, persévérance, capacité à pouvoir se projeter dans le moyen terme et y consacrer les moyens. Donc, en fait, c'est très, très apprenant quand on vit ça. C'était ton école en fait, t'as fait ton... Oui, il y a une forme d'école de vie, ouais. Et de management, en fait. Oui, sans savoir qu'un jour j'allais... De toi-même, ou des équipes, parce que finalement, tu l'as vécu. Et alors, l'équipe de management, tu vas voir, là aussi, troisième grosse leçon, c'est qu'un matin, au petit déjeuner, notre entraîneur nous parle et nous dit, bon voilà, j'ai bien réfléchi, il y aura un champion olympique parmi vous. Ça sera Franck Picard. Bon, alors les 7 autres ont fait un peu la gueule, quand même, pour être tout à fait franc. D'accord ? Et il dit, à partir d'aujourd'hui, vous travaillez tous pour lui. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si on était là, évidemment, on savait skier, mais qu'on avait tous un point fort. Lui, il en avait un peu plus que nous, d'accord ? Et donc, son processus et sa demande, et le travail d'équipe qu'il nous a demandé, c'est de dire, à partir d'aujourd'hui, vous allez skier avec Franck, jusqu'à ce qu'il chope, il intègre, par mimétisme ou par tous vos points forts. Moi, mes fameuses prises de banane appui pied gauche, on a fait des milliers de virages à 80-90 km/h l'un à côté de l'autre, jusqu'à ce que mon geste devienne le sien. Et puis avec un autre, c'était le départ, avec un autre, c'est les compressions, etc. Et quand Franck a été champion olympique, il nous a réunis au saisie chez lui pour une réplique de sa médaille d'or. Ah, c'est génial. Beau. Comme quoi, même les sports individuels sont quand même des sports d'équipe.
Exactement, parce que on peut avoir tendance dans le ski à l'oublier, premièrement, alors que il y a quand même les préparateurs physiques, les préparateurs de matériel qui sont et qui étaient déjà très importants. Alors aujourd'hui, je te dis pas, hein, c'est phénoménal. C'est des ingénieurs top niveau. Il y a cette façon. Alors, je suis pas sûr que ça se passe toujours comme ça dans toutes les équipes de ski. Mais quand je vois le succès d'Alexis Pinturo l'hiver dernier au championnat du monde, qui est pourtant qui a pris du recul il y a 3 ans avec la fédération, mais qui est revenu en partie, d'accord, alors avec des règles, des processus un peu nouveaux, ça me fait bien penser que ça peut être un sport d'équipe aussi, quoi. Voilà. Et est-ce que tu faisais tes études et le sport en parallèle? Est-ce que c'était un sport-études ou est-ce que c'était vraiment très distinct? C'était très distinct, il n'y avait pas de sport-études. Et puis, donc, il y a un moment, je me blesse. Et puis surtout, il y a un moment, les parents sifflent la fin de la récré, quoi. D'accord. Bon, donc allez, va en prépa. Si t'as fini de prendre l'air, là, c'est bon, va en prépa, tu vas voir, ça va mieux se passer. C'était effectivement la question d'après, c'est à quel moment qui prend la décision que tu quittes le sport? Est-ce que c'était une décision très honnêtement parentale. Donc ça aurait pu être une blessure, mais qui tombait à un moment où effectivement il y avait une blessure assez grave. Qui nécessitait, qui a nécessité effectivement beaucoup de temps de récupération. Il y avait le fait que on arrivait au bout d'un cycle au niveau, voilà, et voilà. Je peux pas dire que j'en étais totalement peiné avec le recul, d'accord. Déçu peut-être et encore, mais il y a un moment, quand la décision parentale est tombée, il y avait une forme d'évidence. Et honnêtement, je l'ai pas mal vécu. Voilà. Par contre, quand tu arrives en prépa et que t'as pas été habitué à bosser, ça fait drôle, là. Alors, oui et non. Enfin, bosser, bachoter, voilà. Ouais. Mais bosser, si. Oui, mais pas dans cette rigueur, cette routine que tu t'es imposée pendant des années. Mais oui, mais après sur des matières spécifiques, j'avais pris du retard. Oui, t'es passé du physique à l'intellectuel en fait. Oui, et puis j'avais beau bénéficier d'une très belle mémoire graphique ou visuelle surtout, qui me permet d'imprimer assez vite des choses, mais j'avais pris trop de retard, soyons clairs. Voilà. Mais bon, quand on a son bac C de l'époque, alors ça fait un peu vieux schnock quand je dis ça, mais un bac C avec 17,5 de moyenne, ça devrait aller, quoi. Bah, pas tout à fait, quand même. Et est-ce que ton expérience de vie en équipe de ski t'a permis de t'adapter plus facilement, en fait, à la vie estudiantine ou Non, je trouve qu'elle m'a été beaucoup plus utile pendant le début de ma vie professionnelle. Parce que dans la vie estudiantine, comme c'était un processus, alors je dis bien un processus de bachotage, qui avait pas beaucoup de sens pour moi à ce moment-là, d'accord. Faut se créer de nouveaux repères, faut comprendre comment ça marche. Puis j'étais toujours un peu à l'écart parce que j'étais quand même le mec qu'on n'avait pas vu pendant un bon moment, quoi. Donc parce que voilà, il allait dans les montagnes faire des boules de neige. Donc il y avait une différence d'âge avec les autres élèves, oui, parce que en fait moi j'avais 2 ans d'avance, donc il y avait ce décalage. J'étais physiquement lourd, donc quasiment un peu bouboule, donc un peu complexé. Voilà, avec un accent allemand à couper un peu au couteau quand je parlais français. Donc, ce qui est étonnant quand on t'écoute aujourd'hui, en fait, parce que... ouais. Bon, il y a encore quelques petits. Ouais, mais tu les gardes pour le souvenir. Voilà, exactement. Ta petite Madeleine de Proust. C'est ma petite Madeleine, voilà. Donc c'était pas forcément des facteurs d'intégration et très honnêtement, j'ai pas réussi ma prépa. Donc que t'as fait où? À Lavoisier, ici Lavoisier dans Paris, et puis. Donc la prépa HEC classique, et donc déception de pas avoir une des 3 parisiennes. Exactement. Voilà, donc on prend un plan B, qui a été, alors là pour le coup, je pense la meilleure décision que j'ai pu prendre. Soutenue par tes parents, toujours, qui m'ont dit oui, parce que alors moi j'étais pas loin de vouloir retourner skier, quand même, pour être tout à fait franc. Bon, mais diriger le SF de Courchevel. Donc non, ça a été bien parce que je suis entré dans ce qu'on appelle une école de 2e niveau, mais bon, mais par contre j'y étais à l'aise, parce que quand même l'année de prépa m'avait remis
un peu d'équerre dans les process et dans la façon de travailler, voire très à l'aise. Donc, j'ai fait plein de choses pendant mon école. Donc, j'ai monté mes premières entreprises à ce moment-là, que j'ai revendues. Enfin bon, voilà. Et tout en me préparant à un début de vie professionnelle salarié classique, quoi. Mais grâce au temps que j'avais, j'ai pu me frotter à mes premières expériences de comment on séduit un client, comment on lui vend quelque chose, comment on se fait payer, comment on se source, comment on fait produire, et comment, à bout d'un moment, on met tout ça dans un élément comptable pour aller vers les banques en disant il me faut, alors c'était des francs à l'époque. Bon, alors vous comprenez bien, il me faut 200 000 francs. Oui, jeune homme. Vous avez quel âge? Ouais, à l'époque, bon, 17 ans. Bah écoutez, revenez nous voir un peu. Allez, non mais quand je vois aujourd'hui un gamin normalement constitué à 15 ans peut monter sa start-up, ouais. Vous imaginez pas ce que ça donnait dans les années 80. Hein. C'était pas du tout la même limonade. Hein. Moi, je me souviens être allé voir les banquiers dans l'histoire que je vous raconte, ils m'ont rayonné. Évidemment. Voilà. C'était quoi comme type d'entreprise? C'était du produit, du service C'est du service. Non, c'était du service. Je trouve, et alors c'est amusant parce que je m'en sers encore un petit peu de temps en temps dans les réflexes. Je trouvais très intéressant c'est dans le marketing direct. J'avais monté une agence avec où globalement je trouvais qu'on pouvait sourcer des adresses. Déjà à l'époque, c'était pas des adresses mail, mais assez facilement. Qu'on pouvait les trier assez facilement. Donc en gros les enrichir. Okay. Et puis les vendre assez facilement. Voilà. Donc et j'avais à l'époque une base de pratiquement 14 millions d'adresses avec des tris présélectionnés, etc., j'avais été vendre très bêtement à des gens comme Danone. Bien sûr. C'était que des adresses françaises? Oui. Honnêtement, à ce stade, on était oui. Ouais, mais le sourcing. Et donc ça se passait comment? Vous rentriez à la mano le bottin? Exact. Alors là, c'est là où on avait été malin, c'est que le bottin était une source, mais c'était pas la source unique quand même. D'accord. Ce qui était intéressant après, c'était de pouvoir enrichir ces données. Si tu as que le nom et l'adresse, il te faut d'autres éléments. Donc, on avait inventé quelques modèles mathématiques qu'on commençait à mettre en place sur le Excel de début, tu vois, parce que faut se remettre ça dans ces formules, oui. Voilà, avec les formules mathématiques, avec des tris, avec des cases où on enrichissait tout ça, et ce qui nous permettait de pouvoir proposer à la vente des ménages ciblés sur la ménagère de moins de 50 ans, provinciale ou rurale, blonde ou brune, voilà. Donc, on arrivait à, voilà. Et puis, à un moment, je dis c'est bien, soit je continue à la développer, soit je fais autre chose, puis je me dis je fais autre chose, j'ai encore plein de trucs à apprendre. Donc c'est bien d'être solitaire tout seul, mais je pense que ça serait pas mal d'aller apprendre quand même avec des gens qui ont un peu d'expérience. Donc j'ai revendu la boîte. Voilà. À une autre boîte de marketing direct qui m'a acheté en gros les fichiers, mais qui avait une vraie valeur. Voilà. D'accord. Et sinon, en fait, comment est-ce que après justement cette période-là, tu fais quoi une fois que tu l'as vendu? Donc, je commence ma carrière professionnelle dans la charcuterie. Voilà, dans la charcuterie chez Paul Prédo. Ton expérience entrepreneuriale finalement s'arrête, mais parce que j'ai décidé de l'arrêter, mais j'ai décidé d'aller apprendre avec des gens qui pouvaient m'apprendre plein de choses. Voilà. Et donc j'ai eu cette opportunité de rejoindre cette entreprise qui était une PME ETI, mais enfin bon, qui frôlait pas loin. Familiale, dirigée par Alain Prédo himself, qui était un grand bonhomme dans ma vie, lui aussi. Tu as tissé des liens importants avec lui? Non, pas très importants. Plus avec mon patron direct, qui était le directeur export de l'époque, mais non, Alain Prédo, c'était un monument dans l'entreprise, mais c'est un monsieur qui m'a marqué sur le fils de Paul. Oui, exactement, ouais, tout à fait, et qui m'a marqué sur 3 aspects: sa brillance intellectuelle au sens de sa vision. Et donc oui, Alain Prédo était quelqu'un qui m'avait vraiment impressionné dans sa vision, dans ses compétences et des fois aussi dans sa capacité à mettre des coups de gueule. Mais au global, lui qui faisait de la charcuterie industrielle, il a décidé à un moment de diviser par 10 sa gamme de produits pour faire le fouet. Donc, et faire du marketing sur du jambon qui se vendait blanc, voilà.
Quand ça criait un petit peu à Gonesse, là où il y avait les usines, il était capable de descendre dans l'usine pour désosser les jambons. Il dit, mais qu'est-ce que vous m'embêtez, vous râlez, vous avez 4 minutes, allez, envoie-moi les jambons, je vais te montrer, on peut faire ça en 2 minutes. Mais je l'ai vu faire, c'était impressionnant. Il te faisait ça pendant une demi-heure, tout le monde, évidemment, on disait, voilà, s'il le fait, on va peut-être... Mais d'un autre côté, je l'ai vu aussi envoyer balader une machine à écrire. Alors bon, les jeunes ne savent pas ce que c'est, mais ça a existé de colère du haut de son bureau. Donc voilà, mais ça c'était plus le gimmick. Mais voilà, donc j'avais beaucoup de respect pour ce monsieur. Pas trop charismatique, quoi. Ouais, et puis visionnaire quand même. Voilà, parce que de sa petite charcuterie industrielle, il en avait fait un beau groupe et qui malheureusement à son décès a périclité. Voilà, donc, comme quoi. Donc voilà, et donc je rentre dans cette entreprise. Alors je sais rien faire, d'accord, parce que c'est normal, je sors de l'école. La seule chose que je sais à peu près bien faire, c'est parler allemand. Et que t'es malin. Okay. Donc t'as développé le marché allemand. Voilà. Ah, c'est génial. Voilà. Donc et alors ce qui m'intéressait, c'était bien sûr d'apprendre la vente, la négociation, mais aussi le marketing. Et donc mon directeur export me dit à ce moment-là, il me dit, écoute, pas de problème. Pendant 6 mois, là, tous les week-ends, tu vas faire les animations de dégustation en Allemagne pour aller convaincre la ménagère de plus de 50 ans allemande d'acheter la rillette, le foie gras français et le fouet de Paul Prédo. Alors, c'est formateur. C'est formateur, c'est ce que j'allais dire. Je l'ai haï pendant un certain temps, d'accord, parce que c'est, voilà, on a fait bac plus 4, bac plus 5, et puis on est effectivement dans les passer rayons, ces week-ends avec dans les rayons de supermarché, retourner au bas de l'échelle, ouais. Mais voilà, heureusement que je l'ai fait. Heureusement que je l'ai fait. Alors après, pendant quelques années, je pouvais plus mettre les pieds dans un supermarché. Ma femme avait du mal à comprendre pourquoi, mais voilà. Mais non, c'est très formateur sur également, effectivement, il avait raison, sur comment le consommateur réagit au produit. Voilà. Comment tu lui fais acheter ça, et puis passer cette période, la chance que j'avais, c'est qu'il me dit, maintenant que tu as fait la preuve que tu connais le consommateur, tu vas aller négocier en centrale les référencements nécessaires, donc mes premières armes de négociateur en grande distribution allemande, où je me suis fait plumer pendant les 2 premiers mois quand même. Je n'avais pas vu les retourner, et mon patron, au lieu de me virer, parce qu'il aurait peut-être pu ou dû faire, j'en sais rien, m'a dit, écoute, tu vas aller en formation de négociateur parce que tu en as un peu besoin. Oui, chef, ça tombe bien, j'étais venu pour me former, moi. Et donc, je suis resté 5 ans. J'étais très bien, une belle boîte familiale. Et puis, un jour, j'ai été chassé. Donc, moi, je suis un garçon curieux. Donc je vois. Et puis, on me dit, alors, comment vous dire? J'ai dit, comment vous dire quoi? Allez-y, c'est pour une entreprise un peu particulière. Oui. C'est quoi? Et puis, je sentais le cabinet un peu... Alors, voilà, c'est pour la Seita. Alors pour les plus jeunes d'entre nous qui savent pas ce qu'était la Seita, c'était le monopole des cigarettes et des tabacs et allumettes en France. Alors le tabac n'avait pas encore la si mauvaise presse que ce que ça peut avoir aujourd'hui, d'accord, mais bon, c'était un peu un univers très particulier quand même. Et alors moi, au contraire, ça m'a totalement excité cette histoire. Moi qui voulais faire du marketing, qui produisait les Gauloises, Gitane, voilà, etc. Notamment. Voilà. Est-ce que tu es toi-même amateur de cigares? Alors je le suis devenu après. Mais à l'époque non, par contre j'étais fumeur et ça m'a excité parce que je me dis alors s'il y a bien un produit où il y a du marketing, c'est bien ça. Et comme je voulais apprendre le marketing, bingo, alors on y va. En disant j'y vais 2-3 ans, puis après j'irai faire autre chose de ma vie professionnelle. J'y suis resté 18 ans. Voilà. Génial. Ensuite tu as travaillé dans la branche marocaine pendant 3 ans. Ah, alors, il s'est passé plein d'autres choses avant, parce que donc je rentre comme ce qu'on appelait les chefs de marché Europe du Nord, donc évidemment encore une fois avec l'Allemagne. Assez rapidement, au bout de 3 ans, on me confie la direction de toute la zone Afrique-Moyen-Orient, qui était la plus grosse zone, mais avec un défi fort, la plus grosse zone en termes de volume d'activité, avec des usines en Afrique, etc. Mais en me disant, bon, votre mission, si vous l'acceptez, c'est que c'est là où on perd le plus d'argent aussi. Donc, il faut rendre le truc rentable. Bon. Ok. Donc, on réfléchit. J'avais plus de 120 personnes à l'époque, sur l'ensemble des pays. Donc, je faisais mes premières armes de management. Et surtout, j'étais le plus jeune. Parce que j'avais été nommé à 27 ans. Avec des expats les vieux de la vieille ils m'ont pourri la vie. Bon, je leur en veux pas parce que j'ai appris, mais mon Dieu. Voilà. Donc, avant que je comprenne tout ça, mais au bout de 3 ans, la zone était rentable. Voilà.
Ensuite, je suis passé en fusion-acquisition, donc je suis retourné à l'école, faire HEC à Jouy-en-Josas pour là rentrer dans le monde vraiment de la En finance. fusion-acquisition, mais Ouais. toujours pour la SAITA. Donc en fait, Toujours. tous les 3 ans, ils me proposaient un truc. Donc, Génial. donc, T'avais formation, l'impression que tu ouais. changeais. Et puis en plus, avec des formations qui allaient bien, donc je Et on continue à a grandir. lu on l'a lu ce changement triannuel tout au fur et à mesure de ton parcours. Et alors, c'était pas forcément voulu de ma part, c'est bizarre. On y reviendra tout à l'heure. Ouais. C'était pas forcément voulu de ma part. Je m'étais pas dit, tiens, je vais rester sur l'Afrique et le Moyen-Orient 3 ans. C'est qu'à un moment, on est venu me proposer ça. Bon, donc voilà. Et puis, donc fusion-acquisition. Et puis, là-dedans, j'ai fait quand même des beaux dossiers sur l'acquisition du numéro 2 des cigares aux États-Unis. Pour conférer à la CETA une place de leadership mondial. Et j'ai surtout J'avais lu ça dans la travaillé, presse. effectivement, j'ai souvenir de... surtout travaillé avec les Espagnols, Monopole également comme nous, Tabacalera, qui rentrait aussi en mode de privatisation pour créer et fusionner et devenir Altadis, puisque j'ai fait partie des 2 premiers Français en face des 2 premiers Espagnols pour écrire ce que pourrait être un accord de fusion, et qui donc a eu lieu 2 ans après. Donc c'était, on touche quand même au début de ce qui est un peu de la stratégie d'entreprise, quoi. Voilà, donc c'est Plus que ça quand même. plus que ça. Et puis on fusionne, on devient le numéro 1 mondial des cigares. Je suis toujours en fusion-acquisition et je finalise avec mes amis espagnols l'accord de rachat des marques cubaines d'Habanos, donc Cohiba, Montecristo, etc., avec la partie cubaine. Et avec un grand moment dans ma vie, c'est qu'au moment de la signature du contrat, Vous partez là-bas pour... j'ai passé beaucoup de temps quand même parce que voilà, c'était lourd, c'était compliqué, il y avait des gros enjeux financiers, mais au moment de la signature, on a eu le droit quand même au discours de Fidel Castro. 2 heures. Bon. Ce qui est très court pour lui. Oui, mais Parce que les gens ne savent pas forcément, en tout cas pour les plus jeunes auditeurs, c'était 6-8 heures. Ouais, c'était impressionnant. C'est... Mais déjà 2 heures sur ce contrat, alors certes qui se chiffrait en millions de dollars, mais quand même 2 heures il nous a fait là-dessus. Et je vais être tout à fait franc, je pense qu'on partage pas tout à fait les mêmes idées politiques, mais il m'a impressionné le monsieur. Il m'a impressionné. Voilà. Il rentrait dedans, il prenait le micro dans un espagnol cubain. Je pense que j'ai compris un mot sur 2, bien que je parle correctement l'espagnol. Mais dans tout, quoi. Impressionnant. Ouais, ça reste un grand moment de ma vie professionnelle, ça, cette rencontre-là. Furtive, mais impressionnante. Et puis, on finit ça. Et puis, dans le parcours professionnel, toujours à la CETA, on vient d'être numéro 1 mondial du cigare, donc on me confie la direction générale Europe de cette activité-là. Voilà. Et là, forcément, tu apprends non seulement à déguster le cigare, à faire le cigare, et potentiellement à l'apprécier. On t'en remettra un tout à l'heure. Donc ensuite, tu as donc travaillé aussi. La branche marocaine. On y arrive. On y arrive. D'accord. Ouais. Oui, donc je travaille 6 ans à la tête de la division cigare. Là, je m'éclate. Donc c'est pas 3 ans dans les cycles. Et on me propose de prendre la direction générale à Casablanca de la régie des tabacs que l'Altadis avait acheté 2 ans et demi avant. Sachant que t'avais déjà remonté tout le marché en le rendant rentable. Alors, non, pas encore. Attends, tu vas voir, j'arrive. Si Non, mais, alors le cigare, oui, mais j'arrive au Maroc, on a acheté effectivement parce que c'était la privatisation, donc c'était un bid international. On a payé cher. Il y a une première équipe d'expats qui part avec un premier directeur général qui fait un super boulot de remise en ordre, pour pas dire autre chose, d'accord. Mais il pousse un peu le bouchon un petit peu loin et donc il met le monopole en grève. Et là, quand vous avez le monopole des tabacs au Maroc en grève, il se passe 3 choses. Le roi vous appelle. Exactement. Elles sont où mes Marlboro, d'accord. Voilà. Deuxièmement, t'as le ministre des Finances qui appelle en disant elles sont où mes rentrées fiscales, 3% du budget de l'État quand même. Puis accessoirement, il y a le groupe qui dit on a acheté ça assez cher, ça serait bien que ça recommence à fonctionner pour payer la dette d'acquisition. Et donc, soyons clairs, Yves qui avait fait un super boulot, Yves on lui a demandé de rentrer et moi je suis parti en mode pompier dans une boîte en grève, quoi.
Vous connaissiez Ouais, on avec... s'appréciait en plus. Donc, c'était un polytech brillantissime, mais qui de temps en temps poussait mamie un peu loin dans les orties, et ça pouvait faire mal, quoi. Mais voilà. Et donc, tu penses qu'on du coup on t'a envoyé au-delà de ta connaissance des marchés, c'est ton humanité finalement je pense qui a joué un peu. Je sais pas si c'est l'humanité, mais au moins la relation sociale. Voilà, exactement. Et comment est-ce que tu as vécu l'expatriation ? Alors, moi, super bien. Parce que c'était pas la première. J'ai la chance de parler. Je parlais à l'époque 6 langues, donc du coup, je me dis tiens, c'est chouette, je vais apprendre l'arabe. Et donc j'ai appris l'arabe. Bah voilà, c'est pas compliqué. Enfin, c'est pas compliqué. Attention. Et comment est-ce que tu as appris 6 langues aussi ? Parce que bon, donc, allemand, le français du coup, le français un peu, en 2-2 pour le ski. Voilà. Anglais, espagnol. Espagnol italien. À l'école, les 3 à l'école ou Alors l'espagnol, je l'avais pris effectivement en, comment dirais-je, en 3e langue à l'école. Ouais. Et puis oui, puisque tu avais déjà 20 sur 20 chez Paul Prédo, je suis parti 1 an à Milan. Ah ouais. Voilà, pour monter la filiale italienne de Paul Prédo. Ah, génial. Donc ça m'a donné cette. Mais bon, voilà, il y a des gens qui sont musiciens. Moi, je le suis pas. Mais pour moi, c'est pas compliqué d'apprendre une langue. Alors, je dis bien de l'apprendre pour pouvoir tenir une discussion courante, faire de la philosophie, un peu plus compliqué. Et alors, pour l'arabe, c'est plutôt la darija que donc le marocain, d'accord. Mais je me suis tapé quand même tous les cours d'écriture. Et là, c'est une autre histoire, parce que là, on retombe en école primaire, quand même. Et donc, j'avais pris, en fait, pourquoi j'apprenais l'arabe ? J'avais pas besoin fondamentalement. Le Maroc, tout le monde parle français, mais je suis intimement convaincu que une langue, c'est le reflet d'une structure mentale, une façon de penser, d'accord ? Et donc, à minima, comprendre comment cette langue fonctionne, au sens de sa syntaxe, au sens de ses règles, etc., j'en avais besoin pour comprendre lorsqu'un Marocain me disait oui ou non, ou Inch'Allah, qu'est-ce qui se passait dans sa tête. Voilà. Et donc, c'est pour ça que, en fait, tous les vendredis midi, j'avais pris un prof d'arabe qui venait au bureau, on allait manger le couscous tous les deux. Et puis d'abord, je lui demandais de me parler de la culture marocaine, etc. Alors au tout début en français, et puis de plus en plus, un coup de français, un coup d'arabe, un coup d'écriture compliqué. Et ce qui m'a permis assez rapidement, dans une usine en grève, d'aller quand même aller voir les salariés, et leur causer avec mes mots d'arabe, quoi. Et puis de remettre tout le monde dans un projet d'entreprise où chacun pouvait s'y retrouver, dans une conscience du temps qui est pas du tout la même que la nôtre. Nous, on fait des business plans à 5 ans, et la vision, tu vois. Ouais, là, Inch'Allah, si Dieu le veut, d'accord, ouais. Mais demain matin, il se passe quoi. Donc, et j'ai vite compris grâce à cette appréhension culturelle que le Maroc, en tout cas, n'est pas fondamentalement un pays d'organisation, mais c'est un pays de mobilisation. Ils ont une capacité à se mobiliser, à faire des miracles. Donc, quand t'es patron d'un gros zinzin qui fait 2500 personnes, etc., t'as beau essayer de mettre SAP ou n'importe quel truc un peu structurant. On est en quelle année ? On est en 2000, quand j'arrive, on est en 2006. D'accord, ouais. C'est pas, enfin, je veux dire, ça fait rêver. D'abord, même en France, ça fait rêver personne, mais encore moins là-bas. Tu pars avec femme et enfant. Et donc, je pars dans les premiers mois en mode pompier. Et donc, en parlant bien sûr à ma femme, mais n'en parlant pas aux enfants au tout début. Voilà. Parce que je me dis, comment je vais pouvoir leur vendre l'histoire. Voilà. Surtout que l'aîné avait 12 ans. Ah, tu t'es remis toi dans le... Voilà, exactement. Et le deuxième, 9 ans. Bon. Et donc, on a attendu un peu, mais enfin, il y a un moment, à l'été, il fallait bien leur dire qu'ils n'allaient pas faire la rentrée scolaire, mais entre-temps, j'avais trouvé la maison à Casablanca. Et ça reste un moment gravé dans la mémoire, parce que quand je dis aux garçons, bon bah voilà, on va aller vivre là-bas, j'avais tout pris, j'avais pris des photos de la maison, dans des conditions honnêtement magnifiques, et que les deux, sur le même moment, se mettent à pleurer, en disant, oui, c'est super, mais qu'ils n'en croient pas un mot. Voilà. Bon. Alors, comme disait Danny Boone dans les ch'tis, là, tu pleures quand tu es là, mais tu pleures quand tu pars aussi. Voilà. Parce que 3 ans après, presque 4 pour moi, on est reparti. Alors, dans la famille, il y a deux bicots aux cheveux bruns. Alors là, ça se voit pas à la radio. Donc, moi et mon cadet. Alors nous, on parle arabe, on était très bien là-bas. On était
On est les deux et on aime bien mettre de l'ordre. Donc ça nous plaît, il y a tout arrangé là-bas, donc ça va bien. Et alors, il y a deux blonds aux yeux bleus. Là, ça a été un peu plus compliqué. Mon épouse a pas vraiment apprécié, même si elle a beaucoup d'amis maintenant au Maroc, mais bon, elle a ressenti des choses en tant que femme qui l'a gênée un petit peu. Elle a gardé des liens avec les gens sur place. Avec certaines personnes et des Marocains qui sont devenus des amis aussi. Ouais. Et puis l'aîné, bon, il peut. Par contre, quand il est rentré à Sciences Po, qu'est-ce qu'il a pris comme option? Arabe. Alors que pendant 3 ans sur place, il a jamais voulu. Ouais, mais bon, ça permettait de choper des points. Non, mais il avait des facilités, je veux dire, du coup. Pas plus que ça, quand même. Non. Pas plus que ça, parce qu'il y avait quand même une forme un peu de rejet. Voilà. Donc, on est parti. Alors, c'était une belle expérience de vie, quand même, au final. Une très belle expérience professionnelle. Parce que j'avais eu en gros une urgence. On m'avait dit, tu fais ce que tu veux, tu débarques janvier, mais à la fin de l'année, on doit être à X millions d'EBITDA, en gros 5 fois ce qu'avait fini l'année précédente. Et la seule chose que j'avais demandé, c'était est-ce que j'ai carte libre? Oui, total. Donc j'ai fait toutes les bêtises possibles et inimaginables. Et il y en a qui ont foiré, mais il y en a quelques-unes qui ont marché. Dans ces fonctions-là, tu avais dans un aspect de ta prise de fonction qui a été en fait la refonte de la politique RH. Entre autres. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça a consisté parce que bon, tu dirigeais 2 centres de culture de tabac avec 2000 employés. Et on voulait savoir en fait comment tu avais géré l'aspect humain aussi. Dans le cadre du projet d'entreprise, et puis surtout pour remettre un petit peu tout le monde, je vous rappelle que la boîte était en grève, hein, donc pour remettre, fallait essayer de comprendre pourquoi, fallait un peu objectiver tout ça, et dans le projet d'entreprise qui, alors en arabe, ça avait une belle sonorité, en français ça sonne pas bien, mais c'était notre développement, notre avenir. D'accord. Mais il y avait une vraie poésie en arabe. C'est tout l'intérêt aussi de parler langue. C'est-à-dire qu'il y a autre chose dans la compréhension, mais il y avait tous les aspects de la vie d'une entreprise au sens même quasi individuel. Et donc tout un volet RH. Et donc ce volet RH, il consistait à plusieurs choses. D'abord, toute la formation. Tu verras, je te raconterai une anecdote qui a été particulièrement intéressante. Mais pas que ça. J'ai été la première société au Maroc à monter un accord d'intéressement. Ça n'existait pas. D'accord ? Donc, mais tout ça avec une logique. Mais pour revenir sur cette anecdote, mon prédécesseur, on a une très belle usine à Idarouda, très moderne, on a investi des centaines de millions dans des équipements, ils viennent juste d'arriver, c'est nickel, bon, et puis on met ça en marche, et on se rend compte au bout d'1 mois et demi, 2 mois, 3 mois et demi, 4 mois, que parmi toutes les usines de la Saïta à travers le monde, on va dire une vingtaine, on est numéro 20 partout. Qualité, productivité, en gros, les plus mauvais de la classe. Et mon directeur industriel, qui s'appelait Mustapha, je dis, Mustapha, il dit, pourquoi qu'est-ce qui se passe? Il me dit, j'en sais rien. Mais je lui dis, c'est quoi? Je vais venir chez toi dans l'usine, à Inaouda, et je vais dormir dans l'usine, mais tant que j'ai pas compris, je bouge pas. Oui, déjà, ça lui est jamais arrivé de sa vie, donc. Donc, j'arrive, voilà, et parce qu'on travaillait en 3-8, hein, donc il fallait comprendre un petit peu ce qui se passait la nuit. Il se passait pas d'autre chose, mais c'était le fait d'y être, et donc au cul des machines, au cul des. Voilà. Et il y a un moment, à 6h du mat, je vois une machine, et d'un seul coup, dans mon œil un peu aiguisé, mais un peu fatigué, alors qu'on a tout installé avec les consignes de sécurité, de qualité, je vois un opérateur qui fait pas ce qui est marqué. Alors, je l'interpelle, j'ai dit, mais pourquoi t'as fait ça? Et puis, je lui montre... la fiche de... Ouais. Et puis, il me dit, mais patron, je sais pas lire. Et là, ah ouais. Alors là, grand moment de solitude, tu vois. Tu dis, attends, ok. Mustapha, viens voir là. Toi, voilà, on avait dépensé des millions, on avait mis tout, on a écrit tout, voilà. Et sans, à un moment, imaginer ou vérifier ou quoi que ce soit, de dire qu'il y avait un illettrisme important et que les opérateurs pouvaient pas relire des consignes qui, pour certaines, pouvaient être compliquées. Hein. Donc, on a fait 2 choses. La première, c'est qu'on a remplacé tout de suite les inscriptions par des photos. Ah oui. Immédiatement, d'accord. Mais surtout, et pour revenir au sujet RH, on dit, ok, cours de français et d'arabe obligatoire
pour tout le monde et votre famille pris sur le temps de travail. Donc j'ai embauché un prof de français, un prof d'arabe. Tous les vendredis, ça m'a rien coûté. Non, mais c'était pas le seul. Voilà. Et pourquoi la famille? Parce que après, je parlais aux gens, je dis, mais attendez, vos petits-enfants, là, quand ils vont commencer à aller à l'école et qu'ils vont peut-être aller faire leurs études en France, au Canada, que vous allez discuter sur Internet, vous n'êtes pas capable de causer avec eux, il va se passer quoi? Et ça leur a parlé. Génial. Ça n'a pas coûté grand-chose, mais on l'a fait. Et ça a été immédiat. Et ça a fidélisé en plus les employés dans l'entreprise. Ça les a surtout motivés. Ouais. Ils sont et du coup, en 6 mois, ce qui est là où on était dernier de la classe partout, on était 5e. On n'était pas encore les meilleurs, mais on avait fait un saut quantique sur les indicateurs de qualité, de productivité et d'efficacité. Donc c'est pour ça que je le raconte toujours comme ça, parce que la RH, c'est pas qu'une question de politique RH. Ça, normalement, c'est une question d'abord. Le premier DRH de l'entreprise, c'est le président, c'est le patron. Voilà. J'ai toujours dit ça, avec le respect que j'ai pour mon DRH, ma DRH actuelle. Mais ça doit être incarné, et ça doit être incarné pas uniquement au niveau des textes réglementaires, pas uniquement au niveau des process, on en a et il en faut, mais par une volonté d'aller au plus près des gens pour comprendre certaines choses. On parle de lien. Le lien, c'est pas... le lien, il faut le tisser. Et il faut le tisser, donc et quand tu te tisses, tu fais pas ça à distance, quoi. Faut te rapprocher. Alors, je parle pas des aspects numériques, qui peuvent non, mais ça se construit, ça se gagne. C'est plus une posture de dire, mais attends, j'aurais très bien pu rester dans mon bureau en disant, bon, Moustapha fait chier, fait quelque chose, trouve une solution, trouve une solution, quoi. Mais il essayait, mais il la trouvait pas. Donc écoute, on va s'y mettre à deux. Avec un peu de chance, on va peut-être trouver quelque chose. Donc on avait trouvé le problème. Là où je trouve qu'on a plutôt bien réagi, parce que du coup, les syndicats qui me mettaient en grève, quand je leur dis, bon, attendez les gars, j'ai compris 2-3 choses, voilà ce qu'on va faire. Moi, j'avais les syndicats dans ma poche. Quand j'ai quitté le Maroc, j'ai une lettre de remerciement du délégué national de la CGT locale. Génial. Tu vois, et c'est je me souviens même plus combien on a fait de résultats à l'époque, d'accord? Mais ça, je m'en souviens. Tu parlais de lien. Ça, c'est marquant. Ça, c'est marquant. Et voilà, moi, ça, je l'oublierai pas, quoi. Je l'oublierai pas. Et puis, on est toujours potes. Quand je dis que je suis pote avec un délégué. Vous retournez de temps en temps là-bas? Moi, oui, parce que j'ai, à titre personnel, j'ai 2 investissements qui tournent pas trop mal là-bas, donc j'y retourne pour les conseils d'administration. Et puis, chaque fois que j'y vais, j'ai toujours gardé. Dans l'agroalimentaire, si c'est pas indiscret. Dans rien. Okay. C'est indiscret. Dans le plaisir. Attention à ce que tu dis. Voilà. Non, dans le service. Voilà. Et puis, et j'ai toujours gardé un lien très particulier avec mon chauffeur. Chahib. Voilà. Quand je suis parti du Maroc, ça a été un déchirement pour lui, mais je l'ai aidé à acheter sa première maison, voilà, pour préparer. Et je l'ai au téléphone, en visio, une fois tous les 3 mois, quoi. À minima, et que dès que je descends là-bas, alors je sais pas comment il se débrouille. S'il apprend que tu y vas. Exactement. Mais tu sais qu'une fois c'est arrivé. D'accord? Et je faisais vraiment un aller-retour. Ouais, mais... Donc je m'étais dit, je vais pas l'embêter, etc. Ah ben il l'a su. Il me demande pas comment, mais il l'a su. Et la fois d'après, il dit ouais, je me suis fait engueuler. Vexé, ouais. Bon. Et alors après, donc tu quittes à ce moment-là, c'est la dernière. On aura essayé. On aura essayé. Attendez, je viens d'une 48. Aïe. On aura essayé. On avait envie de déménager de lieu pour faire un lieu un peu plus sympa, mais en fait, on va. Bref. Alors, donc c'est à ce moment-là que tu finis Altadis. Alors, le Maroc, à un moment, se termine. Bizarrement, il est un peu tôt pour moi parce que j'aurais préféré. Donc oui, l'aventure marocaine, se termine un tout petit peu plus tôt que prévu, dans la mesure où Altadis a fait l'objet d'une OPA hostile par Imperial Tobacco. Les Anglais débarquent à Casa et à l'anglaise, good job guy, congrats, blablabla, but. Bon, alors déjà que je les aime pas trop quand ils nous mettent une branlée au rugby. Mais là, bon, et puis il commence à m'emberlificoter, sachant que entre-temps, la boîte qui faisait X millions de résultats, quand je suis arrivé, n'a pas fait 2X, n'a pas fait 3X, n'a pas fait 4X, ça fait 14X. D'accord ? Bon,
plus de plan social, plus de grève, des gens motivés, j'ai viré personne. Voilà. Donc, mais en fait, j'ai compris que j'étais devenu la filiale la plus rentable du groupe. Oh. Et qu'à partir de là, à ce moment-là, ils voulaient mettre un anglais. Processus britannique de contrôle des affaires. Ok, guy. Dites-le tout de suite, ça peut se comprendre. Hein. Bon, on peut se comprendre ou pas, mais parce qu'ils avaient essayé de me la faire à l'envers, mais ça marchait pas. Donc, à partir de là, on se met d'accord, gentiment, sans procès, ni quoi que ce soit. On s'est quittés très, très bons amis. Eux avec un chèque en moins, moi avec un chèque en plus. Voilà. Et je suis toujours à Casablanca, je passe un ou deux coups de fil à Paris. Et assez rapidement, on me propose de rejoindre une coopérative céréalière basée à Reims, qui s'appelait à l'époque Champagne Céréales. Quand on me présente la chose, je dis mais qu'est-ce que c'est que ça ? On fait pas du champagne avec des céréales. Non, mais par contre, on fait des céréales en Champagne. Voilà. Et donc, ils cherchaient un directeur général pour développer toute l'activité. Tu arrives en fait. On propose Reims. On me propose Reims dans un univers tout nouveau. Je connais rien à l'agriculture, je connais encore moins aux céréales. Déjà, le mode coopératif, je sais même pas comment ça fonctionne. Comment ta femme et tes enfants réagissent déjà? Alors, il s'avère que nous sommes à l'été 2000, que je dise pas de bêtises, 2008, ok. Je vais à un entretien, voilà, au moment où je suis passage à Paris en me disant, mais j'y vais en touriste. Voilà, avec voir le président, je crois que je me demande si je vais pas en short, pour vous dire. Et c'était un dimanche après-midi, fin de journée, et je rentre à la maison, je dis à ma femme, faut qu'on cause parce que le projet me plaît. Bon, je dis ok, très bien, on verra ça. Et puis, nous sommes encore à Casablanca, hein, d'accord ? Donc, on doit préparer la rentrée scolaire pour les enfants sur Paris. Et en fait, comme tous les expats, quand on passe nos vacances, souvent on les passe en France. Et on passe nos vacances en France, effectivement, en Dordogne, au mois d'août, et comme on est un peu taré dans la famille, évidemment, on fait tous les sports à risque qu'on fait, et donc on va voler en parapente, comme moi je vole depuis des années. Et malheureusement, ce jour-là, ça se passe pas très bien, dans la mesure où moi je vole en solo, je me pose sans problème, et mon fils cadet, lui, deuxième vol de baptême, donc il est avec un moniteur, et ils ont un grave accident d'aérologie, puisqu'il se casse la gueule de 21 mètres, les os craquent, voilà, diagnostic vital engagé, c'est moi qui fais tout le massage cardiaque. Le premier secours, ouais. Premier secours, massage cardiaque, etc. En attendant les hélicos, les machins, les bordels. Et donc ils s'en sortent tous les deux, vivants. Un peu compliqué, et en ce qui concerne mon fils, il est en hémorragie interne, il a rate éclaté, il a plus de fémur, enfin c'est un peu tout dans tous les sens. Donc forcément, l'arrivée en France va être un petit peu compliqué pour lui. Donc, plutôt que d'installer tout le monde à Reims dans une période un peu... Je dis, bon, on avait gardé notre appart en région parisienne, au Perreux-sur-Marne. Allez, on remet tout le monde à la maison, tranquille, on stabilise le gamin, qui a eu, je sais plus combien d'opérations, d'accord. Je ferai des allers-retours. Et puis on verra ça, on fera les allers-retours, c'est pas si loin, voilà, je prends un petit appart à Reims. Et en fait, au bout d'un an, il allait très très bien, le gamin, mais après, c'était le bac de son frère aîné. Bon, on va pas changer l'année du bac. Et voilà, et ça fait 15 ans... que du coup, je continue à commuter entre Paris et Reims. Oui. Sans problème. Voilà. Donc, mais j'ai des postes qui me font aussi beaucoup voyager. Donc, voilà, une nuit je suis là, une nuit là-bas, une nuit ici. En Reims, j'ai mon appart, mais j'y dors 1 à 2 nuits par semaine, hein, maxi. Donc, donc t'es toujours en mouvement, quoi. Enfin, c'est ton ADN, quoi. Oui, mais je pense aussi que j'ai... c'est plus qu'une ADN, c'est physique. Moi, là, ça fait 1h15 que je suis assis, j'en peux plus. Je n'en peux plus. D'accord ? Tu veux qu'on dispose le micro pour que tu puisses être dans mon debout. bureau, par exemple, j'ai installé... parce que je sais que mon cerveau travaille mieux quand il est en mouvement. Un tapis roulant. Non, pas un tapis roulant, mais j'ai le paperboard, j'ai la possibilité d'avoir mon écran, mais debout, en mode debout. Voilà, et dès que je veux commencer à réfléchir, moi, il faut que dans la salle de réunion, il faut que je bouge, faut que voilà, sinon, je suis pas bon. Voilà. Je suis pas bien, surtout. Lors de ma visite de la cave Orsol à Reims, puisqu'on en parlait tout à l'heure, j'ai pu constater qu'en fait, dans ta façon de communiquer autour de ta marque, au travers de la présentation de tes employés, tu aimes les gens, ça se voit, ça se ressent. Est-ce que c'est inné chez toi ou acquis ?
Non, je pense que c'est pas des choses que tu peux acquérir au sens où tu les as ressenties. On peut apprendre des techniques de communication, j'en ai appris, d'accord, j'ai pris de parole en public, ça, voilà. Mais pourquoi je peux me permettre de dire ça, c'est que ayant été formé à ces techniques et voyant comment ça peut marcher, parce que ça marche bien, c'est efficace, au sens de la capacité à amener les gens dans ton projet, tu dis j'ai formé un tel, et là tu te rends compte que la même formation ne donne pas les mêmes résultats. Donc il y a un moment, il doit y avoir quelque chose un peu d'inné et pas forcément d'acquis. Oui, c'est pas, je vais pas faire du prosélytisme sur aime ton prochain, etc. Je suis par contre intimement convaincu que la richesse, elle est là. C'est cette capacité à amener les gens sur leurs points forts, sur leur donner du sens, sur le fait qu'ils comprennent ce qu'ils font. Voilà, même dans la taylorisation, hein, on a des parties, j'ai partie de jobs de mes collaborateurs qui sont compliqués ou potentiellement inintéressants. Et pour autant, si t'as vraiment à l'esprit ça, qu'est-ce qu'on a fait depuis 3 ans et demi? Tout le monde est interchangeable dans l'entreprise, pratiquement. D'accord? C'est-à-dire quelqu'un qui travaille à l'habillage, peut passer en cave, peut passer en cuverie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun va l'aider. Comprend le métier d'à côté. Le métier de l'autre, donc ça évite éventuellement qu'il gueule sur celui d'avant, etc. Puis surtout, il y a un moment, ça rompt la monotonie. Parce que qu'est-ce qui perturbe les gens? C'est toujours de faire la même chose. Je suis bien placé pour le savoir. Moi, au bout de 3 ans, comme tu me dis, ça m'énerve. Non, ça m'énerve pas, mais donc. Et c'est cette nécessité, capacité à apprendre. Alors on m'a dit, oui, mais tu verras, tout le monde n'est pas prêt à apprendre. Je suis pas d'accord avec ça. Je pense que tout le monde est prêt à apprendre, pas forcément de la même façon, pas forcément à la même vitesse. Et souvent, les gens n'en ont pas conscience que ce qui nous fait lever le matin, c'est apprendre. Alors peut-être apprendre à aller à la pêche, peut-être apprendre à faire autre chose et pas forcément à travailler. D'accord. Mais c'est ça le vrai moteur. Parce que si on fait un peu de philosophie dans pourquoi on est sur Terre, etc., il y a un moment, c'est pour on se demande ce qui va se passer après la mort. Qu'est-ce qui se passe après la mort? On n'en sait rien. Mais par contre, on est tous pareils. On voudrait survivre. Et comment on survit? En transmettant. Cette notion de transmission, c'est ça qui fait que moi, mes parents sont malheureusement plus là, mais ils m'ont transmis des choses. Je les ai toujours à l'esprit. C'est ce fameux lien. D'accord? Mais pour transmettre, encore faut-il avoir quelque chose à transmettre. On va évoquer la transmission après. Ça fait partie de nos questions évidemment aussi. Noté dans ton parcours de vie et dans notre compréhension. Donc c'est agréable à entendre. Tu parlais de différence et de ta visite. Oui. En fait, lors de la dégustation, on a vu qu'il existait de nombreux verres en fait pour déguster le champagne. Lequel préfères-tu et pourquoi? Alors, moi, je préfère les verres à vin. Alors après, il y a différentes marques. Je ne veux pas rentrer dans tous ces détails, mais même avec on parlait de forme. De forme. Non, mais on appelle ça des verres à vin, pour que tout le monde comprenne à peu près, c'est-à-dire un cul un peu plus large, d'accord, et un bord un peu resserré, ce qui permet un début d'oxydation du liquide, donc en gros un échange aromatique qui permet de faire sortir justement les arômes et puis de les concentrer avec un bord qui se resserre pour que ton nez puisse d'emblée plus facilement ressentir ce qu'il y a à ressentir. Et donc d'ailleurs, moi j'ai changé toutes mes coupes de champagne à la maison, il n'y a plus de flûte, il n'y a plus de coupe, il y a que des verres entre guillemets à vin pour le champagne. Mais c'est intéressant ce verre parce que là j'ai lancé une historienne sur l'histoire. Je voudrais comprendre parce qu'on dit que le champagne est né sur le sein de la Madelon ou de la Pompadour. Pardon. Voilà. Marie-Antoinette. Voilà. C'est la fameuse coupe grand-mère, en fait. Après, on est passé aux flûtes. Pourquoi on est passé aux flûtes? Et donc, j'ai demandé à une historienne d'essayer de me trouver les raisons qui amènent à déguster le champagne au fil peut-être des dernières décennies dans des verres qui n'ont strictement plus rien à voir entre eux. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire de la façon de déguster le produit, de l'appréhender? La recherche est en cours. Ah ouais. On pourra avoir la réponse dès que tu l'as. Dès qu'elle me l'aura donné. Et potentiellement, ce qui m'intéresse, c'est, et là c'est le mathématicien, c'est de dire si on vient de là, on est là aujourd'hui, demain on sera là. Donc c'est quoi le prochain verre? Tu les as modifiés, ces verres. Est-ce que tu pourrais nous expliquer comment et pourquoi? Alors, il s'avère que beaucoup de gens, quand ils dégustent un champagne, la première réflexion qu'ils font souvent, c'est soit la bulle est trop grosse, soit elle est trop fine, soit il y en a pas beaucoup, soit il y en a assez.
Alors, évidemment, quand il déguste chez moi, il dit « c'est génial, la bulle est fine et légère ». Bon, il dit, oui, effectivement, Isabelle, dans son processus de tirage et de prise de mousse, Isabelle Tellier, qui est la chef de cave, effectivement, fait en sorte d'avoir une bulle plutôt fine. Mais je finis par leur dire, écoutez, 90% de la bulle ne dépend malheureusement pas de son talent, mais de votre verre. Ah bon? Je dis oui, un verre parfait ne fait pas de bulle. Parce qu'en fait, la bulle est créée par le contact du vin gazeux avec une aspérité. Et donc, si le verre est parfait, c'est-à-dire, quand je dis parfait, et les verres qu'on recevait étaient parfaits, au sens d'un verre à vin, d'accord? Et surtout très propre, bah, tu prends ton champagne, il n'y a plus de bulles. C'est choquant, au démarrage, hein. Et donc, c'est très déstabilisant. Et qu'est-ce qu'il a? Et puis, surtout, tu ouvres la première bouteille, tu dis bon, tu ouvres la deuxième, tu ouvres la troisième, et tu dis, c'est toujours la même chose. Et donc, effectivement, de façon à pouvoir créer, en fait, le quotidien comme le quotidien, c'est-à-dire d'avoir des verres imparfaits, voire des verres pas tout à fait propres, hein. Quand tu l'as, par exemple, ou que tu essuies avec un chiffon, tu peux laisser des microparticules invisibles à l'œil nu qui du coup auront une interaction et qui vont créer la bulle. Nous, on les a donc modifiés avec un diamant où au centre du verre, on a fait une légère petite croix avec un diamant pour justement créer cette aspérité et créer la bulle. Génial. Et du coup, comment tu collabores avec ta chef de cave? Alors, on collabore quasi quotidiennement. Vous connaissiez? Non. Moi, j'ai eu la chance de rentrer comme président de la maison il y a 3 ans maintenant. T'arrives là par tes rencontres de Reims? Oui, par un concours de circonstances. Je m'étais demandé, vu mon grand âge, s'il n'était pas temps que je retourne skier. D'accord? Donc, j'avais fait le tour de mes 12 ans dans la coopérative céréalière Vivessia. Et donc, je m'apprêtais effectivement à aller refaire plein d'autres choses, mais surtout à aller skier. Et puis, on m'appelle un jour, et c'était Philippe Béjot, donc le président et le directeur général du groupe Lançon BCC Champagne-Chanoine. Qui est donc la maison mère de... Voilà. En fait, la maison mère, c'est Chanoine, la maison mère du groupe. Mais historiquement. Mais aujourd'hui, voilà, c'est pour des raisons de montée de capital, etc. C'est l'histoire est voilà. Mais bref, il m'appelle, il me dit Franck, voilà, comment allez-vous? On s'était rencontrés 2 fois, mais pas plus, les 3 dernières années sur Reims. Voilà, j'ai gardé de bons souvenirs. Est-ce qu'on pourrait se voir? Je lui dis Philippe, pas de problème pour boire une coupe de champagne, c'est toujours avec plaisir. Et puis voilà, et puis il me dit j'ai décidé de partir à la retraite. Est-ce que ça vous intéresserait de nous suivre? J'ai fait semblant d'hésiter. Voilà. Parce que je trouvais ça génial. Pour la petite histoire, quand je suis sorti de l'école, j'ai dû envoyer une quinzaine de CV dans les maisons de champagne. Il n'y en a pas une qui m'a répondu. D'accord? Donc, 40 ans après, il est retourné comme président. Je trouvais qu'il y a un petit clin d'œil à l'histoire qui était assez magnifique. Sympa. Voilà. Qui est sympa. Combien de cuvées vous avez développé? Alors, on a... Alors déjà, vous avez donc faut savoir qu'il y a Chanoine Frères et Tsarine. Oui, ça pour la maison que je dirige. Après, il y a les autres cuvées ou marques ou maisons du Haut-Doubs. Bien sûr. Après, c'est important de se mettre d'accord sur ce qu'est la définition d'une cuvée. Parce qu'une cuvée, c'est est-ce que c'est un vin différent mais dans le même contenant, ou est-ce que c'est le même vin dans des contenants différents? Alors, la vraie définition pour nous, c'est à partir du moment où le vin est différent. D'accord? Parce que c'est pas la même chose que le nombre de références produits, hein. Okay? On est entièrement d'accord. Donc, et il y a une différence entre une cuvée et une marque. Tsarine est une marque, même si dans le jargon champenois, il est bien de l'appeler une cuvée, mais non, techniquement, Tsarine a plusieurs cuvées. La cuvée Premium, Orium, la prochaine qui va sortir l'année prochaine, Solium, et plus les premiers crus. Comment? Pardon? On en reparlera. c'est bien d'être déposé, mais je suis pas sûr encore. Voilà. Il y en a une que j'affectionne tout particulièrement, qui est la cuvée en fait spéciale Adriana, signée par Adriana Carambeu. Donc, comment en fait et quand est née cette collaboration avec Adriana? Alors, elle est née avant que je n'arrive. Donc, c'était Philippe qui l'avait initiée 3 ans auparavant ou 4 ans auparavant, par le biais de rencontres qu'il avait pu avoir dans sa vie personnelle, hein. Et il avait proposé à Adriana de devenir d'abord l'égérie de la marque Tsarine, pour le coup,
et puis de fil en aiguille, de pouvoir développer avec elle une cuvée. Et donc Adriana et Isabelle Tellier ont travaillé ensemble de concert pour travailler un vin et travailler un design d'une bouteille qui est assez particulière, tout en restant de Sarine, bon voilà, qui est habillée d'or et qui vient très récemment de se voir équipée d'une étiquette, son étiquette totalement lumineuse que tu n'as même pas vue encore. Non, pas encore. Voilà. Et donc c'est un produit particulier, c'est un vin particulier, sachant que comment on distingue nos cuvées, d'abord sur les approvisionnements en eux-mêmes des raisins. Le champagne utilise majoritairement 3 cépages, le chardonnay, le pinot noir et le pinot meunier. Il y en a d'autres, mais nous on travaille ces 3-là dans différentes proportions. Donc on peut être amené d'une cuvée à l'autre à faire évoluer les proportions, voire des fois de ne pas utiliser l'un ou l'autre. Mais également sur la qualité de ces appros, sous-entendu est-ce que c'est des crus, est-ce que c'est des premiers crus, est-ce que c'est des grands crus. Donc là aussi il y a une combinatoire qui est assez magique. Tu vois par exemple sur une cuvée comme Tsarine Premium, il y a 42 crus différents. Et tu en changes un, ça change tout. Mais c'est pas un plus que l'autre, c'est impressionnant. C'est vraiment un travail de création. Isabelle, entre nous, je l'appelle la magicienne parce que voilà, elle touche des choses. Et puis tu as à la fin, tu l'as pu voir, taux de sucre, ce qu'on appelle la liqueur de finition ou liqueur de dosage, qui est après le vieillissement en cave, lorsqu'on expulse le résidu de cette petite levure qui nous a permis au vin pendant son vieillissement de devenir gazeux. Il faut bien l'expulser, donc on perd un petit peu de vin et on finit avant de boucher définitivement la bouteille. On vient définir le niveau de sucre définitif. Est-ce que ça sera un brut, un extra brut ou un demi-sec? Et surtout, on vient mettre ce sucre, pas comme ça à la cuillère bêtement, mais avec une liqueur de vieux vin de réserve, de différentes origines. Comme une mère pour le vinaigre, en fait. C'est pas une mère parce que ça va pas déclencher. Un processus. Mais c'est presque un peu la même idée, ouais, quoi. Mais c'est un peu l'idée. Et surtout, c'est le secret le mieux gardé des maisons de champagne. D'accord, voilà, c'est là où c'est la magicienne. Merci pour cette indiscrétion. Donc, si on a bien suivi, tu as travaillé dans la charcuterie, le tabac et l'alcool. et les céréales au sens large, avec son implication notamment dans la l'épicurisme et quand même comment on vit cette ambivalence de sportif de haut niveau et de rigueur avec finalement cet amour de la vie et du plaisir. Je comprends même pas ta question. En quoi c'est ambivalent? Est-ce que globalement t'as été vers ces métiers-là parce que t'as vécu des restrictions? Non, mais attends. Mais je vais te répondre très clairement. Je sors de l'école, je sais pas quoi foutre. Je dis ok, il faut que j'aille apprendre. Mais après t'enchaînes avec Et non, mais je me dis à ce moment-là, bon, je vais choisir l'agroalimentaire parce qu'on mangera toujours. Tu vois la pertinence de la vision stratégique. Oui, t'aurais pu faire de pompes funèbres, c'était pareil. T'as raison. Est-ce que c'est lié aussi à ton sens accru, enfin ton développement accru du goût et de l'odorat ou non, je l'avais pas forcément à l'époque. D'accord, c'est venu après. Ouais. Travaillé. Non, mais il y avait ce côté un peu bon vivant quand même qui devait dormir en moi assez vite. Mais le fait de vouloir travailler dans l'agroalimentaire, c'était l'analyse. Je me dis bon, alors je voulais parce que j'aurais pu aller dans les voitures, mais non. Sorti de l'école, dans une école de commerce, tu peux travailler partout. Non, j'avais choisi la bouffe. Peut-être parce que ma grand-mère était restauratrice. Peut-être ça aussi. Et qu'à la maison, on mangeait bien. Voilà. Même avec une maman allemande. Elle cuisinait très, très bien. Tu sembles avoir été en fait toujours en mouvement, avoir pris de nombreux risques tant physiques que professionnels. Enfin physique, je dis ça parce qu'on a lu que tu avais eu 14 fractures quand même. Oui. Et est-ce que tu as trouvé en fait en Reims la terre dans laquelle t'enraciner? C'est une très belle région, c'est un très beau terroir, j'ai beaucoup d'amis, mais je suis pas encore arrivé peut-être au stade de l'enracinement. J'ai une conception de la vie qui est pas forcément celle-là. Au Maroc, j'ai gardé des souvenirs extraordinaires, en montagne, des liens, voilà.
j'ai pas forcément besoin d'aller m'enraciner physiquement dans un endroit. Je dirais même plus. Alors peut-être que dans 10 ans on se revoit et papy il sera content le matin d'être dans un endroit au soleil ou je sais pas trop quoi, mais je dirais même plus que l'enracinement me ferait presque un peu peur. C'est peut-être parce que ta famille est restée à Paris aussi, non ? Non, mais c'est surtout que je m'éclate depuis des années à aller à la découverte de nouveaux environnements, de nouvelles personnes, de nouvelles cultures. Quand tu fais Casablanca-Reims, t'as un choc culturel, je te préviens, et météorologique. Hein. C'est ta façon d'apprendre, quoi. Ouais. En fait. Et puis c'est ça qui m'amuse ou m'intéresse ou me motive. Voilà. Donc si tu veux, presque la notion d'enracinement me ferait presque un peu peur. Mais aujourd'hui, peut-être qu'à un moment, quand le corps aura dit bon, fini les bêtises, là, parce que je continue à casser un peu encore, plus vraiment en ski, quoique, mais un peu en VTT. Voilà. Donc j'ai appris à me faire les points de suture moi-même, ça va plus vite. Ça permet de finir les compétitions. Donc, Chanoine Frères est une maison familiale. Ouais. Lançon, le groupe Lançon aussi. En fait, ce sont 3 familles champenoises qui sont propriétaires. Alors, il y a un peu de flottant sur le second marché, mais c'est vraiment un esprit familial. On voulait conclure sur la transmission. Ouais. Et donc, on a compris que tu avais transmis ta passion des sports extrêmes à tes fils. Au moins un, voilà. Mais l'autre, il est pas mal non plus. Mais il y en a un, le cadet. Est-ce que c'est des propos et des termes très marqués aussi au sein de la maison Chanoine Frères? C'est la deuxième plus vieille maison de Champagne. Vous allez pas très loin des 300 ans, je crois. Ouais, tout à fait. D'ailleurs, au niveau des vins et des cuvées, on prépare la cuvée du tricentenaire. Et maintenant, qui sera en 2030. Voilà. C'est quoi la transmission? Et la transmission, c'est moi j'ai pris conscience quand tu arrives dans une maison comme ça. Quand je suis arrivé, il y avait très peu de documents historiques. Donc j'ai embauché aussi une historienne qui m'a ressorti plein de trucs. Et j'ai surtout pris conscience que la maison avait une résilience, elle était là depuis des siècles, et que moi j'étais de passage, d'accord, j'héritais d'un truc, et que ma mission, c'était de le transmettre à quelqu'un dans 10, 15, 20 ans, j'en sais rien. Et parce que ça va perdurer bien plus que moi. Et donc, c'est de dire, comme quand tu hérites, est-ce que tu dilapes dilapides, voilà, ouais. L'héritage, ou est-ce que tu le fais fructifier? Et comment tu peux le faire fructifier? Voilà, en étant potentiellement capable de pouvoir former une organisation qui et mettre en place une organisation, des talents, des savoirs qui, à un moment, si t'es plus là, et ça continue, ça continue bien, quoi. Voilà. Donc c'est ça la transmission, et c'est ça qui, moi, me motive, parce que quand je transmets, j'apprends. Voilà. Et si on transmet plus, on n'apprend plus. Voilà, souvent on pense que c'est le process inverse, mais non. Et donc si t'apprends, t'es heureux. On va terminer par les questions récurrentes. Est-ce que tu as des passions autres que ton métier, donc on a vu le ski, les sports extrêmes, il y avait le VTT, les VTT, c'est ça aussi? Le marathon, le kayak. Le VTT, ouais. Alors il y a effectivement les activités sportives au sens large que je continue à pratiquer avec assiduité, et puis alors des attentes au niveau de performance qui sont un peu baissées. C'est-à-dire que maintenant le marathon en 3 heures, j'ai compris que voilà, donc oui. Après, oui, j'ai des. Je suis pas musicien au sens où je l'entends, mais j'adore la musique. En fait, j'étais premier prix de conservatoire en clarinette, mais j'étais nul. C'est-à-dire que j'étais pas musicien. J'étais un exécutant de la musique, d'accord. Donc oui, mes doigts bougeaient bien, mais j'avais pas de rythme, pas d'oreille, donc nul, quoi. Nul. Et à partir de moi, j'adore ça, j'adore la musique. Premier prix du conservatoire, nul. Ouais. non, mais un très bon exécutant. Voilà. J'entends. Bon. Point. Donc oui, et alors je suis ouvert à toute forme de zik. Moi, je peux passer des stones au truc complètement starbé. Donc j'ai maintenant un de mes fils qui est devenu musicien professionnel. Donc celui qui a fait Sciences Po, il a fait son... il joue de quoi? Et batteur. Et batteur depuis l'âge de 8 ans, 9 ans je crois. Puis il y a 2-3 ans, il a fait son coming out professionnel. Arrêté son métier de consultant super bien payé pour dire ma vie c'est pas ça, je vais aller taper sur des bambous.
le jour où il m'annonce ça, un peu comme dans le sketch de Muriel Robin, tu dis, t'es sûr? Tu vois. Puis je me rends compte qu'au bout d'1 heure et demie de discussion, c'est tout sauf un caprice, que c'est quelque chose qui est mûri, qui est travaillé, qui est préparé, et donc on est à fond derrière lui. Soutien. C'est un bosseur parce qu'il a appris à bosser, lui. Donc dans son plan, il a passé le concours du Conservatoire national de Paris qu'il a réussi. Donc Wow. voilà, ça prouve quand même déjà un certain niveau, mais aussi une capacité à faire un réseau. Donc voilà, donc la musique au sens large est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et puis j'ai un truc qui m'intéresse beaucoup, voilà, c'est que je suis mathématicien. Donc il y en a qui jouent au golf. Moi, je fais des équations. Oh, génial. Donc, à ce titre, moi, je fais partie de club de matheux. Et quand, pour la petite histoire, vous allez voir le lien, parce que il y a des fois, on fait des choses, on se demande à quoi ça sert. Mais 2020, tout début janvier, là, on entend parler d'une pandémie en Asie, un truc un peu bizarre. Pour nous, une pandémie, c'est une série. D'accord? Donc, forcément, on se met en mode information, data, modélisation, algo, exactement. Et dans le club de mathématiciens dans lequel je suis, il y a des tronches. Hein. Moi, je suis le dernier de la classe. Ça, Ils avaient déjà Comme pour la clarinette. Ils avaient déjà prédit la pandémie. Non, alors on n'est pas encore là. C'est sur de Là, l'analyse. on est sur l'analyse, mais on sent bien quand même que c'est simple. Hein, tu prends Le modèle mathématique. il te dit ça va pas sentir bon cette histoire. Et du coup, on est aujourd'hui, grâce à un des mecs qui est dans notre club, qui est vraiment une tronche, hein, Institut Pasteur, etc. On contribue au comité scientifique à l'alimenter avec des modèles mathématiques prévisionnistes. Et donc, ça nous a permis quand même de globalement recommander à l'Élysée à Matignon un confinement, parce que à ce moment-là, comment tu casses une série en maths, c'est pas compliqué, hein, il suffit de mettre de l'espace entre les variables. Donc et puis de leur dire, mais vous inquiétez pas, normalement le 11 mai, on pourrait déconfiner. Le 8 mai, on avait dit, on déconfiner le 11 mai. Et la deuxième, la troisième et la quatrième, on s'est pas gouré d'un jour dans nos modèles. Alors on ne donnait pas l'heure, mais voilà. Et comment s'appelle le club de mathématiques? Ok. Bon. Donc, et ça m'a permis, tu vois, le rebond, c'est que fort de cette information-là, tout début février, de pouvoir mettre en sécurité tous mes collaborateurs. À ce moment-là, il y avait des masques, à ce moment-là, il y avait du gel hydroalcoolique, d'accord, de revoir toutes les positions sur les postes de travail qui pouvaient être en promiscuité, et donc on n'a eu aucun cas. Génial. Dingue. Voilà. Sinon, toujours dans les questions récurrentes, avec quelle personne tu aurais aimé ou tu aimerais créer un lien? Vivante ou morte? Ou morte, oui. Alors, il y en a un mec que j'aurais bien voulu rencontrer, il s'appelait Jésus. Et pourtant, je suis pas forcément Croyant ou pratiquant. Enfin, le mec, il a monté un business model 2000 ans après. Il marche encore. Le best-seller au niveau C'est magnifique. au niveau des livres, c'est vrai que la Bible, c'est quand même un peu... Donc c'est ton livre... C'est un peu le gimmick. Non, mais c'est un peu le gimmick. Mais voilà, je pense qu'il y a des gens de ce type-là qui forcent le respect et j'aurais bien aimé comprendre c'était quoi la motivation profonde. Alors pour être un peu moins mystique, un mec comme Gandhi aussi, c'est des gens que bon. Voilà, après si pour être un peu plus Léger, voilà, comme ça. Il y a un mec que j'ai détesté pendant des années, jusqu'à le voir sur scène, et il m'a complètement retourné, c'est Mick Jagger. Voilà. Ce mec-là, j'étais cet été par hasard. T'étais Beatles plutôt que Stones. Exactement, j'étais Beatles plutôt que Stones, tout à fait. Et donc, ma femme m'a traîné presque de force à l'exposition il y a au stade Vélodrome, voilà, à Marseille. Et j'en suis ressorti, mais alors complètement azimuté, en disant putain, ce mec-là, j'aurais bien aimé discuter un peu avec lui, parce que voilà, il y avait quelque chose de particulier. Voilà, si on veut être un peu plus léger. Est-ce que tu as un livre de chevet? Pas qu'un, non, j'en ai, non. Alors moi je lis dans plusieurs langues, donc. Ou un auteur. Non,
Non, parce que justement, je veux pas rentrer dans les. Alors, j'ai des livres il y a des livres qui m'ont marqué, bien évidemment. Hein. C'est plutôt dans ce sens-là. Ouais. Mais il y a un livre qui m'a marqué quand je l'ai lu, et c'est marrant parce que j'étais à des années-lumière de m'imaginer qu'il pourrait m'être utile un jour professionnellement parlant. C'est Le Parfum de Patrick Suskind. Ah oui, merveilleux. Et puisque on parle des liens, alors comment créer les liens sur l'invisible? Vous avez 4 heures. Hein. Non, et puis effectivement, c'est très très proche le cigare, c'est pareil. Il y a on parle en tiers aussi, que note de cuir, de tête donc non, et l'alcool, c'est pareil. C'est vraiment. Donc ça, c'est vraiment un livre qui m'a marqué. Après, il y en a d'autres, mais ils ne viennent pas comme ça instantanément à l'esprit. J'ai pas révisé, hein. Désolé. Non, mais. Y a-t-il un mot ou une phrase qui a changé ta façon de voir la vie? Oui. Connais-toi toi-même et tu connaîtras les dieux. Platon ou Socrate? Platon. Je sais plus. Socrate, je crois. Socrate. Ouais. Connais-toi toi-même. Alors, le connaître les dieux, je crois que c'est Socrate qui a dit ça. Connais-toi toi-même. Je pense J'avais une autre fin, mais. Comment? J'avais une autre fin, je crois, et tu seras maître de l'univers. Mais Ah, ça, je l'ai pas entendu, celle-là. Bon, mais non, mais je pense que la connaissance de soi est un parcours sans fin. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est pas la finalité, c'est justement le parcours qui est passionnant. Et je pense que on se connaît pas assez soi-même au sens large. Et donc, on peut être amené à prendre des décisions qui vont à l'encontre de ce que nous sommes nous-mêmes. Moi, depuis que je suis rentré dans ce processus-là, je prends pas toujours les bonnes décisions, mais je vis bien avec. Voilà. Donc, je suis très hédoniste, en fait. J'essaie de me faire plaisir. D'abord. Merci d'être venu. Un plaisir. Vraiment, très très belle rencontre. Bah écoutez, merci pour la simplicité de nos échanges. Oui, puis merci d'avoir répondu à notre invitation. C'était vraiment sympa. Voilà. Et puis je vous donnerai le nom de la prochaine cuvée avec plaisir dès qu'elle sera disponible et commercialisable. Ah, et l'histoire des verres aussi. Et l'histoire des verres. Ce retour. Parfait. On remercie toute l'équipe de Brief qui reçoit et qui dans l'émission, Michael Winter qui a signé le générique du podcast, Cécilia Depardieu et sa marque ces petits liens avec qui le podcast a un lien étroit, toute l'équipe du restaurant le 19 d'Aru qui a accueilli en fait également l'enregistrement du podcast. Vous avez écouté Les Petits Liens. Nous espérons que cet épisode vous a plu, vous a ému, fait rire, bref, qu'il vous a procuré du plaisir et l'envie d'écouter les suivants. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à partager cet épisode. Vous pouvez également nous mettre une bonne note et nous laisser vos commentaires auxquels nous ne manquerons pas de répondre.